my heart is set on you. You better shape up. You better understand. To my heart I must be true. Oh, you're the one that I want. You're feeling some affection that's too hard to convey. Meditate in my direction, baby, feel your way. Better shape up, 'cause you need a man. And my heart is set on you. You better shape up. You better understand. To my heart I must be true. I've got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying is electrifying. Better shape up, 'cause you need a man. And my heart is set on you. You better shape up. You better understand. To my heart I must be true. You're feeling some affection that's too hard to convey. Meditate in my direction, baby, feel your way. Better shape up, 'cause you need a man. And my heart is set on you. You better shape up.
On va commencer une nouvelle présentation sur la gestion des risques. Chouette. Donc dans 1 minute, tout ce que vous voulez savoir sur la gestion des risques en équipe. Bon, on va commencer. On débute cette présentation. Donc bonjour à tous. On se présente. Donc, Bonjour. Oui, donc Yasmine Sami, chef de projet à la Haute Autorité de Santé, à la mission sécurité du patient, et je suis en charge du projet Programme d'amélioration continue du travail en équipe, le fameux PACT. Et Philippe Chevalier, donc je suis adjoint du service mission sécurité du patient à la HAS et je m'occupe notamment particulièrement d'un dispositif qui s'appelle l'accréditation des médecins. Donc il y a un dispositif de gestion des risques, donc je vous en dirai quelques mots dans cette présentation. Pardon. Parmi tous ceux qui sont présents, tout le monde est du monde de la santé ? Oui, donc on peut utiliser notre jargon habituel, il n'y aura pas de difficulté. Très bien, alors 45 minutes pour vous parler un petit peu de gestion des risques en équipe et pourquoi l'HAS s'intéresse à cette gestion des risques en équipe. Alors on a voulu introduire un petit peu avec quelques petites notions de concept et notamment pourquoi il y a une relation entre équipe de soins et sécurité des patients. Le premier constat qu'on peut faire et qui s'impose à nous maintenant depuis longtemps, on commence à en prendre conscience, c'est que les accidents sont fréquents et ils sont également graves dans ce milieu qui est le milieu hospitalier et le milieu de la santé. L'étude française la plus parlante sur ce sujet est l'enquête Eneis, il y en a eu 2. Elle donne toutes les 2 à peu près les mêmes résultats. Des événements graves, il s'en produit à peu près 270 000 à 390 000 par an. 40% de ces événements graves sont évitables. Donc il y a beaucoup d'événements qui se produisent dans un établissement de santé. Une image, c'est un EIG tous les 5 jours dans un service de 30 lits. Donc quand vous travaillez, vous, dans un service, ça vous donne l'étendue de l'événement grave, de la fréquence de ces événements graves. Si on considère les événements qui ne sont pas graves, c'est-à-dire ce qu'on appelle tout ce qui est presque événement porteurs de risque, ils sont 60 fois plus nombreux. Donc en fait, l'environnement du risque et l'environnement des accidents est permanent. Le deuxième constat que nous apporte cette enquête Eneis, ça a été de mettre en évidence que quand ces événements surviennent et qu'on fait une analyse approfondie des causes de cet événement, de ces événements graves, on s'aperçoit que l'équipe est assez souvent et très fortement impliquée. Environ 50% des facteurs mettent en cause des problématiques d'équipe, que ce soit des problématiques de défaillance humaine, de communication, de composition inadéquate des équipes, de mauvaise définition de l'organisation des soins. Ce sont des données également que nous avons collectées dans ce dispositif d'accréditation que l'on gère à l'HAS sur une base de 47 000 événements collectés et donc déclarés par des médecins qui travaillent dans les hôpitaux. On s'est aperçu que le premier facteur profond mis en cause dans ces événements, c'est la communication entre les professionnels. Donc quelque part, la problématique et le fonctionnement des équipes. Alors ce n'est pas un sujet spécifique au milieu de la santé, c'est un sujet qui a émergé il y a une trentaine d'années dans le milieu également dans une industrie complexe qui est l'aviation civile. Puisqu'ils se sont aperçus que 70 à 80% des accidents d'avion mettaient en fait un problème de performance faible du travail en équipe.
Donc c'est un problème un peu générique pour tout ce qui est industrie complexe. Et là, on s'aperçoit donc qu'une équipe qui ne fonctionne pas bien diminue la sécurité et génère des accidents. Alors si effectivement il y a beaucoup d'accidents, c'est parce que le fonctionnement humain fait qu'on commet des erreurs en permanence. C'est inhérent au fonctionnement humain, on en commet 3 à 5 par heure. C'est une étude qui a été faite dans l'aviation civile sur les pilotes, et ces pilotes commettent un nombre d'erreurs assez élevé. Fort heureusement, 80% de ces erreurs sont récupérées directement par celui qui l'a commis. Donc il en reste quand même 20% qui, elles, peuvent être récupérées par un certain nombre de choses. L'ergonomie du travail, le milieu du travail. Le patient lui-même peut récupérer un certain nombre d'erreurs. Et puis, on s'est rendu compte que l'équipe est formidablement outillée pour récupérer elle aussi des erreurs. Et donc, un des grands auteurs en gestion des risques dit une équipe qui fonctionne bien est plus efficace et commet moins d'erreurs qu'un individu isolé. Et donc là, l'équipe peut aussi être génératrice de sécurité dans la production des soins. Donc c'est au cœur de notre réflexion, puisqu'on s'aperçoit que l'équipe, en fait, c'est l'alpha et l'oméga de la sécurité. Elle est vraiment au cœur. Si l'équipe défaille, il va y avoir une situation de génération d'erreurs et d'accidents. Si l'équipe arrive à fonctionner correctement, ça va être un énorme rempart de sécurité, ça va vraiment améliorer la situation. Alors la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une équipe? Réponse un peu rapide, c'est au moins 2 personnes. Voilà, on ne se mouille pas trop. Au moins 2 personnes, néanmoins, qui ont un objectif commun, c'est-à-dire qui vont se coordonner, coopérer, avoir des rôles spécifiques et complémentaires dans le but de poursuivre un objectif commun qui va être de donner des soins à un patient. Donc à partir de 2 personnes, on considère qu'on est une équipe. Et qu'est-ce que c'est que travailler en équipe? En fait, c'est posséder un certain nombre de compétences, à la fois des compétences techniques, qui sont les compétences de soins habituelles que l'on demande à une équipe et aux individus, mais c'est aussi des compétences non techniques. C'est comment travailler ensemble. Et ça, c'est pas automatique. Je ne sais pas qui d'entre vous a eu un enseignement sur comment travailler ensemble. En tout cas, pour ma part, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans les hôpitaux, on ne m'a jamais appris à travailler en équipe. Je suis sorti de l'école, on m'a dit ça c'est votre équipe, allez-y, faites des soins. Et donc là, on s'aperçoit que c'est à ce niveau-là notamment qu'il y a une carence qui fait qu'une équipe peut fonctionner ou pas bien fonctionner parce qu'ils ne vont pas savoir utiliser ces compétences non techniques qui sont le leadership, l'entraide dans l'équipe, la communication, la capacité à évaluer des situations à risque, à résoudre des problèmes, à prendre des décisions, qui sont autant de facteurs de défaillance. Et donc c'est un de nos axes forts de travail sur différents projets. Et juste pour conclure sur cette notion d'équipe et de culture sécurité, c'est un sujet polyforme, complexe. L'équipe de soins n'est pas le seul élément influent sur la culture de sécurité. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en œuvre et qui participent à cette culture de sécurité. Il y a bien évidemment le travail en équipe, mais il y a tout ce qui est engagement du management des établissements dans cette culture sécurité, tout ce qui est valeurs et politique de l'entreprise, comment cette entreprise est dirigée, comment elle s'est organisée pour gérer la sécurité, également comment elle gère les événements indésirables. Tout ça participe à la culture sécurité. Alors comment agir pour améliorer cette sécurité en travaillant dans l'axe des équipes de soins? Alors, pour ce qui est des connaissances, l'HAS, vous le savez, édite beaucoup de documents qui vont vous expliquer un certain nombre de méthodes, d'outils, de façons de gérer les risques. Donc, tout ça, vous le retrouvez sur le site de l'HAS.
Mais on s'est également orienté vers deux dispositifs qui se sont engagés dans les risques. Le dispositif d'accréditation des médecins, qui depuis 1 an s'est ouvert à la notion d'équipe médicale, et puis un deuxième dispositif dont s'occupe Yasmine, qui s'appelle Pacte, et qu'elle va vous présenter. Alors, un mot rapide sur l'accréditation des médecins pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un dispositif de gestion des risques. Il date de 2006. Il est volontaire. Il concerne 19 spécialités à risque, essentiellement des spécialités exercées à l'hôpital et tournées vers l'interventionnel. Donc, en gros, c'est le plateau opératoire et toutes les spécialités chirurgicales et médicales interventionnelles sur un plateau opératoire. Le but de ce dispositif, c'est tirer des enseignements de l'analyse des événements qui surviennent, graves ou pas graves, et diffuser ces enseignements dans des programmes. Donc les médecins qui sont engagés dans ce dispositif, ils déclarent sur un site leurs événements. Ces événements sont analysés avec des pairs de leur spécialité. Ils mettent en œuvre également un programme et tout ça est analysé pour en tirer des enseignements. Donc aujourd'hui, c'est un système qui fonctionne avec 18 organismes agréés. Il y a à peu près 10 000 médecins qui sont engagés dans ce dispositif. 75 000 EPR sont enregistrés aujourd'hui. On a 400 experts qui travaillent. Et puis depuis 1 an, on a 2 équipes déjà reconnues et une dizaine d'équipes qui se sont constituées et ça continue à grimper depuis 1 an. C'est l'intérêt de ce travail en équipe dans l'hôpital, c'est que les médecins de ces spécialités-là, donc quand ils rencontrent des événements graves, vont se réunir, vont faire des RMM et vont analyser ces événements ensemble et vont les déclarer ensemble sur le site de l'accréditation. Des enseignements qui sortent de ça sont par exemple des descriptions d'accidents avec leur analyse. Donc ces documents sont sur le site de l'HAS. On décrit un accident qui nous a semblé remarquable, pédagogique par sa survenue. Et vous pouvez donc télécharger ces documents si vous le souhaitez. Et puis également sur le site de l'HAS, des premiers enseignements pour réduire des risques sur des situations qui nous ont été déclarées, comme par exemple des erreurs sur des sites d'exérèse en chirurgie dermatologique, des confusions de produits lors des injections, des problèmes d'humidité dans les boîtes opératoires ou des risques associés donc là, à la création d'un pneumopéritoine donc, en chirurgie digestive. Voilà, ces documents sont téléchargeables et sont des premiers enseignements issus de ces déclarations en équipe. Voilà. Et puis donc, depuis peu, on a des équipes qui sont accréditées collégialement et qui reçoivent une attestation de la part de la HAS. Merci Philippe. Alors, si vous l'avez bien écouté, vous aurez compris que jusqu'à présent, on a fait beaucoup d'efforts pour sécuriser la prise en charge des patients à travers souvent la technologie, la formalisation des procédures et des protocoles. Tout ça, c'est bien, mais aujourd'hui, on n'avance plus. Pour avancer, il faut aujourd'hui travailler sur ce qu'on appelle les facteurs humains et organisationnels, donc, qui font référence à ce qu'il a nommé tout à l'heure les compétences non techniques, c'est-à-dire tout ce qui a trait au comportement, aux relations entre les professionnels, aux relations des professionnels avec l'environnement, avec les dispositifs médicaux, mais c'est aussi la gestion du stress, la prise en compte de la fatigue, etc. Donc le projet Pacte que nous avons lancé il y a 1 an a pour but, autour d'un projet d'équipe,
donc de mobiliser des professionnels, donc un groupe de professionnels, afin d'en faire une équipe efficace. Et bien sûr, on met véritablement l'emphase sur tout ce qui a trait au comportement, aux relations humaines. Et pour autant, même si on n'aborde pas tout ce qui est compétences techniques, il faut savoir qu'il n'y a pas d'équipe si par ailleurs on ne fait pas en sorte, on ne s'assure pas des compétences techniques de chaque professionnel. C'est un tout, ça va avec. Alors, nous avons lancé la phase expérimentale donc, il y a déjà 1 an, avec 18 équipes qui sont engagées, donc des équipes, on va dire, classiques, CH, hôpitaux privés, publics, on a même une structure HAD, CLCC. Donc nous avions beaucoup de candidats et malheureusement, comme c'est une phase expérimentale, nous avons souhaité faire en sorte que cette phase elle puisse être constructive. Alors pourquoi j'utilise ce terme? Parce que pour la première fois, à la HAS, nous avons lancé une phase expérimentale co-constructive avec les équipes. C'est-à-dire que nous avons appris avec eux. Nous avons bien sûr envisagé une démarche selon donc, différentes étapes. Nous avons déjà imaginé quelques outils, quelques méthodes, mais rien n'était complètement finalisé. Et l'objectif, c'était de travailler avec les équipes sur le terrain. C'était vraiment très important. Donc, du coup, finalement, ils se sont acculturés en même temps avec nous. Donc, forcément, ça a été très difficile pour eux, ça l'est encore un peu, mais en même temps, c'est extrêmement riche. Alors, comment ce projet expérimental est donc structuré? On n'a rien réinventé non plus. On a, on va dire, en gros, 3 étapes clés. Donc, une première étape qui consiste à faire un diagnostic, un état des lieux du fonctionnement d'une équipe. Donc, pour cela, on y reviendra après, on leur demande de faire un certain nombre de choses. Ensuite, quand ils ont fait leur état des lieux, bien sûr, vous le savez, on identifie des actions à mettre en place. Et là, ils utilisent dans notre boîte à outils, ils piochent un certain nombre de méthodes et outils qui leur semblent utiles au regard de leur projet. Bien sûr, et là, c'est l'état où ils en sont en ce moment, ils doivent mettre en œuvre les méthodes et outils, s'assurer de leur application, du suivi. Et puis, dans 1 an, on les revoit. Et là, on leur demande de mesurer à nouveau ce qu'ils ont fait dans la première étape pour voir un petit peu où ils en sont de leur progrès, comment ils évoluent. Il faut bien savoir qu'on n'est pas sur la recherche de résultats à atteindre. Une équipe, c'est très compliqué à faire. Ça ne se décrète pas, ce n'est pas dogmatique. On est bien sur les relations humaines. Ça veut dire que ça se construit, ça s'apprend. Demain, on ne va pas se dire entre nous, demain on fait équipe, donc tout est parfait. Voilà, on va apprendre à se respecter, on se fait confiance, on va gérer tous nos problèmes. Non, ça ne se fait pas comme ça. Une équipe, ça peut mettre 4 à 5 ans pour se construire. Alors, on va un peu s'arrêter sur chacune des étapes. Donc, l'étape de diagnostic commence, vous l'avez compris, par la culture sécurité, mais au niveau de l'équipe, pas au niveau institutionnel. Donc, on utilise forcément l'outil qui est proposé par le CECA, qui a donc été traduit. Donc, chaque équipe a dû le faire. Ça leur donne un premier niveau d'appréciation du climat au niveau de l'équipe. Alors, nous avons aussi testé le leadership. Alors, je souris toujours quand je dis leadership, parce que ça n'a pas du tout pris du tout. Le leadership, il n'y a pas d'équipe s'il n'y a pas de leader. Cela va de soi, mais pour autant, en France, on a beaucoup de difficultés avec cette notion. C'est pas simple. Et donc, les équipes ont eu beaucoup de mal à s'approprier ce qu'on leur a proposé. Donc, en tout cas, pour les prochaines étapes, on a décidé, bien sûr, il faut qu'on continue à parler de ce sujet, mais il faut qu'on aborde les choses différemment, prendre plus de temps pour que les équipes se familiarisent et notamment l'encadrement, le management se sentent en sécurité par rapport à ce sujet. Le nœud de la guerre, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, encore un acronyme, j'en suis confuse, mais qui s'appelle le CRM santé. Alors, c'est un terme anglais, Crew Resource Management.
En résumé, c'est gestion d'un équipage, vous l'avez compris, c'est issu de l'aviation. Vous avez peut-être entendu parler aussi de MTT, Medical Team Training, bref, en résumé, c'est la même chose. Grâce à René Amalberti qui travaille avec nous, donc René a adapté ce programme qui est fait dans l'aviation au domaine de la santé, au domaine des soins. Donc nous avons monté un programme. Alors je dis programme d'action, ce n'est pas du tout une formation, c'est une séance d'animation très très concrète. Je vous donnerai un exemple après. Donc ce n'est pas du tout théorique. On ne parle que du quotidien des équipes, que de leurs pratiques, que de ce qu'ils font, à travers des quiz, à travers des exemples concrets, avérés, qui se sont passés d'événements indésirables. Toutes les histoires que nous racontons sont vraies, à travers des ateliers, des films. Alors c'est vraiment l'outil qui déclenche tout le reste après. Il y a vraiment à ce moment-là une prise en compte de tous les professionnels, de ce qu'est en fait une équipe. Alors cette séance, elle dure 4 heures. 4 heures, ça peut vous sembler long, mais pourtant à l'étranger, c'est une journée, voire 2 jours. Donc nous, bien sûr, nous avons condensé cette séance puisque nous comprenons bien qu'il y a beaucoup de contraintes en France pour essayer de rassembler une équipe. Quand je dis équipe, c'est un médecin, une aide-soignante, une assistante, un psychologue, peu importe. C'est pas simple, donc on a condensé. Je peux vous assurer que c'est très dense, ça va très vite. Finalement, tout le monde un peu se plaint au début, et puis alors après, mais c'est déjà fini, alors que pourtant c'est une séance extrêmement riche. Ça leur permet à ce moment-là d'avoir un diagnostic de leur fonctionnement de leur équipe, à travers un certain nombre de sujets comme la coopération, la coordination, la place du patient, la gestion du stress, l'alerte, la gestion des événements indésirables. Voilà. Donc c'est vraiment un enjeu, cet outil, c'est vraiment un outil très important d'impact. Chaque équipe devait avoir un sujet, une problématique sur laquelle il souhaitait travailler. Donc on a de tout. Ça peut être des médicaments, un parcours, à l'implication du patient, puisque nous avons différents secteurs. Donc ils devaient ensuite travailler sur cette problématique. On les aide à se poser de nouvelles questions. C'est-à-dire quand par exemple quelqu'un souhaite travailler sur l'administration des médicaments, aujourd'hui, donc dans une démarche a priori, il va aller voir les référentiels qui existent, ils vont dire, où est l'écart? Ce n'est pas du tout nous comme ça qu'on présente les choses. Quelle est votre pratique réelle? Dites-nous concrètement dans la vraie vie comment ça se passe, concrètement avec vos mots, à chaque étape. Est-ce que vous savez véritablement qui fait quoi? Est-ce que vous savez à quel moment l'information auprès du patient est délivrée? Finalement, est-ce que c'est fait? Est-ce que vous savez à quel moment il y a une situation critique et que chaque professionnel sait que cette étape, elle est critique? Voilà, donc on les aide avec un certain nombre de questions, d'aller au-delà des démarches qu'ils font habituellement. Alors voici, donc juste c'était pour illustrer un petit peu l'enquête culture-sécurité, pour vous dire que, donc ça c'est les résultats sur 14 équipes. Classiquement, on retrouve les mêmes sujets, les mêmes problématiques quand on fait des enquêtes culture-sécurité. Le sujet de la réponse non punitive à l'erreur revient classiquement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, vous l'aurez compris, les professionnels ne se sentent pas en sécurité, en confiance pour déclarer. Bien sûr, la question des ressources humaines est éternelle, mais il y a un véritable enjeu et des efforts à faire sur ce sujet-là. De même que le soutien du management. Et nous, on l'aborde sous l'angle du leadership. Quel est le soutien qu'on leur apporte? Comment on les motive? Comment on les encourage? Comment on les remercie de déclarer un événement indésirable? Comment on les associe à la prise de décision? Et bien sûr, le travail d'équipe entre les services est un sujet qui revient aussi beaucoup. Alors, voici par exemple une histoire que l'on raconte quand on fait le CRM santé. Et de toutes les façons, quand on aborde le projet Pacte en soi, on ne fait pas de théorie. On commence toujours par des histoires réelles, donc pour que les équipes, quel que soit le niveau où ils sont, donc un brancardier, une assistante, comprennent de quoi on parle.
On n'est absolument pas conceptuel. Donc on peut la lire si vous le voulez bien. Donc le bloc au téléphone. Bonjour, faites descendre Monsieur Pierre. Dans le service, l'aide-soignante, qui, Monsieur Pierreux? C'est lui que vous voulez pour l'appendicite, hein? Le bloc raccroche. L'aide-soignante prévient une IDE qui appelle le brancardier. 3 appendicites sont programmés ce matin en chirurgie. L'IDE dit au brancardier qui arrive à l'office, c'est monsieur, je ne sais plus, est en premier, attends, je regarde. Elle ouvre le cahier de transmission, mais se trouve interrompue, juste à ce moment, par un appel au bureau des IDE. Le brancardier, qui a regardé par-dessus son épaule, trouve l'info, fait un signe à l'infirmière en disant « c'est OK, j'y vais ». L'infirmière revient, voit le brancardier devant l'ascenseur, elle pense que finalement, il a trouvé la bonne réponse. Le patient descendu, en fait, était le second du programme. L'ordre avait été changé la veille, après la rédaction des consignes sur le cahier lu par le brancardier. L'infirmière le savait, transmission orale, mais n'y avait plus pensé au moment de la consultation du cahier. Donc on raconte cette histoire et on demande aux équipes si c'est une situation qu'ils peuvent vivre. Alors souvent, ils nous disent c'est tous les jours comme ça, souvent. Et on leur demande de savoir ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qui ne va pas dans cette situation. Et spontanément, ils vont vous dire, oui, il y a des interruptions de tâches. Les gens n'attendent pas de réponse. On ne se comprend pas, mais chacun est dans son moment à lui. Il ne vérifie pas que l'autre a compris. Enfin voilà, donc c'est tout ce travail-là que l'on fait. Donc dans la deuxième étape, on leur propose un certain nombre de méthodes et outils. Donc vous l'avez compris, on ne peut pas parler d'équipe si on ne parle pas de communication. Donc on leur propose 2 outils. Un outil qui s'appelle SAED, qui est donc déjà publié sur le site de la HS, qui est un outil qui aide à structurer la communication entre professionnels. Un deuxième outil, là plus ciblé pour le patient, qui s'appelle, c'est encore anglais, Teachback, qui donc aide les professionnels, donc ils doivent s'entraîner pour cela, à communiquer avec le patient et s'assurer surtout que le patient a bien compris l'information qu'on lui donne, afin de le rendre véritablement acteur. Un patient, on ne peut pas lui demander d'être acteur et d'être impliqué si, à minimum, on ne l'informe pas et qu'on ne s'assure pas de sa compréhension. L'implication du patient, le patient pour nous, il fait partie de l'équipe. Il n'est pas à côté, il est partie prenante. Donc on interpelle un peu les équipes pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font pour impliquer le patient. Alors bien sûr, il y a différents niveaux d'implication du patient. On s'est aperçu sur les 18 équipes qui travaillent avec nous que forcément, ils sont d'abord sur le premier niveau, c'est-à-dire est-ce qu'on se préoccupe de l'information du patient? Comment? Qui? Et est-ce qu'on s'assure que le patient a bien compris? Et c'est déjà énorme comme travail à faire. La dynamique d'équipe, on leur propose de mener une réflexion sur le briefing et le débriefing. Alors, quand on a proposé ces outils, je me souviens, j'étais un petit peu inquiète en disant « Oh là là, ils vont nous dire encore du temps, etc. » Le briefing, c'est 5 minutes. Et en fait, spontanément, beaucoup d'équipes utilisent ces outils et certains nous disent « On ne fera pas marche arrière. » Donc, c'est vraiment super. La gestion des risques. Alors, la gestion des risques en équipe, on n'a rien réinventé du tout. On a juste rappelé des choses qui devraient être acquises. Donc, en fait, aujourd'hui, la plupart des équipes, quand on aborde ce sujet-là, eh bien sûr, ils font le lien avec les résultats de l'enquête culture-sécurité, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent bien qu'il faut d'abord travailler la relation de confiance avec les professionnels. Il faut réexpliquer, il faut rassurer. Il faut donc retravailler aussi le système de déclaration. Dans la plupart des établissements, il y a un dispositif, bien sûr, qui existe. Et quand vous interrogez les professionnels, la plupart du temps, ils ne s'y intéressent pas vraiment parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils ont peur. Donc, on a un beau système, mais ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas si ça fonctionne, ça les embête. Donc, beaucoup d'équipes réfléchissent à un système dégradé pour faire en sorte d'enlever cette barrière. Et l'autre démarche aussi, c'est bien sûr, une fois qu'on a déclaré, c'est de travailler avec les professionnels sur l'analyse de la situation, de travailler sur les actions de concert avec eux, c'est-à-dire qu'ils soient complètement, pleinement associés à toutes les étapes. Donc là, c'est le premier niveau. Alors bien sûr, notre ambition, c'est d'aller bien au-delà.
c'est que voilà, on soit aussi sur du partage d'expériences, sur la valorisation des expériences qui ont bien marché. De Discute en tout tient, hier un événement, on l'a super bien récupéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet événement a bien marché? Aujourd'hui, bien sûr, ça ne se fait pas, mais on aimerait que les équipes aillent jusque-là, bien sûr. D'accord. Les outils, alors on a travaillé sur des outils d'évaluation. Donc on en a notamment 2 qui sont le nœud de la guerre pour nous. Un outil d'enquête de satisfaction des professionnels qui sont engagés dans PACT, c'est un petit questionnaire que les équipes trouvent assez simple. Pour une fois, on peut dire que c'est simple, qui permet de suivre dans le temps donc l'appréhension des professionnels sur PACT, comment ils perçoivent PACT. Une matrice de maturité, alors ça c'est un petit peu nouveau, très novateur. On s'est inspiré de Shortel et c'est une matrice de maturité qui permet de savoir finalement, dans les faits, concrètement, dans la vie réelle des équipes, quels sont les changements réels, avérés, qui ont lieu. Pour ça, on s'appuie sur une analyse en réunion de 3 événements indésirables qui se sont passés récemment. Alors, on ne fait pas une analyse systémique. On reproduit donc cette analyse dans le temps. Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit, dès lors que PACT commence à prendre, que les comportements changent, et bien qu'effectivement, dans la pratique, il y a des choses qu'on ne devrait plus revoir. Bien sûr, les fameux indicateurs. Dans chaque projet, il faut avoir des indicateurs pour s'assurer et suivre l'évolution. Donc ça, c'est classique. Alors, on est allé un petit peu vite. Le temps imparti, je crois, est terminé. Voilà, on attend toutes vos questions sur ce sujet, à la fois sur l'accréditation des médecins et sur PACT, parce qu'on est quand même allé un petit peu vite. Voilà, on est à votre écoute. Merci. Oui ? Vous m'entendez? Oui. Merci pour votre présentation, j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais une question entre le lien donc, de l'accréditation des médecins et de PACT. Vous parliez de la peur des professionnels dans tout ce qui est déclaration des événements indésirables. Et il me semblait que l'accréditation des médecins était autour de cette déclaration d'événements. Est-ce qu'on pourrait imaginer l'élargissement de cette accréditation des médecins pour inclure d'autres professionnels avec lesquels ils travaillent et donc avoir ce lien qui me semble cohérent avec PACT, qui est autour du travail interdisciplinaire et travail d'équipe? Oui, tout à fait. On peut tout à fait imaginer ça. On a construit, quand on a construit l'accréditation, on l'a construit avec les médecins, pour les médecins, dans un dispositif où, pour lutter contre la peur de la déclaration et de la révélation des événements, l'événement était géré par des pairs de la spécialité. Donc on a osé ce pari-là, et c'est un pari qui a été réussi. Contrairement à d'autres pays, on a réussi à recueillir une des premières bases en termes de quantité d'événements recueillis. Donc ça, c'est le pari qu'on a fait, et donc c'est un pari qui est aussi restrictif quelque part, puisqu'en fait c'est un système qui s'est organisé autour des spécialités médicales et chirurgicales, et pas avec le reste des équipes et le reste des professionnels. Donc parallèlement, un peu plus tard, Yasmine a commencé à développer ce dispositif PACT, là très centré sur toute l'équipe entière. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de faire rejoindre les 2 dispositifs, d'abord en créant des équipes médicales dans l'accréditation et en les invitant petit à petit à introduire des professionnels paramédicaux dans leurs réflexions. Par exemple, en invitant les anesthésistes, quand ils font l'analyse d'événements en RMM, à associer les infirmières anesthésistes dans leurs réflexions pour renforcer la dimension de l'équipe. Ça marche, on a des exemples assez expérimentaux, mais qui fonctionnent aujourd'hui, d'équipes qui se sont étoffées et qui font de l'accréditation ou bien qui font PACT. Mais c'est vrai qu'un sujet majeur et profond, c'est comment à un moment donné arriver à libérer la parole, libérer ce partage des événements qu'on va faire ensemble sans qu'il y ait la peur et la crainte par rapport à ce sujet. Et c'est un vrai sujet de fond.
Bonjour, Gildas Leborgne de l'hôpital de Lorient. Vous avez dit tout à l'heure que le patient, vous le considérez comme étant partie intégrante de l'équipe. Et donc concrètement, comment ça se traduit dans le travail que vous faites avec ces équipes? Alors, c'est une bonne question. Alors aujourd'hui, dans les 18 équipes qui se sont engagées, certaines équipes avaient des projets ciblés pour mieux impliquer le patient. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, les équipes ne visualisent pas véritablement comment faire de ce patient un acteur. Alors, ils savent qu'il est partie prenante de l'équipe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler sur la sécurité si on ne trouve pas les moyens d'associer le patient. Pour autant, comme je vous le disais, aujourd'hui, le premier niveau finalement qu'ils cherchent tous à atteindre, c'est de développer, prendre le temps, c'est le temps qui manque, pour pouvoir fournir de l'information. Cette information qui est partagée tous ensemble, c'est-à-dire qu'on sait quel type d'information on va fournir. Le patient est censé savoir qui potentiellement lui donne l'information, et afin qu'ils puissent être acteurs. Donc aujourd'hui, on en est là. On leur montre un exemple, il y a un exemple concret qui existe en transfusion sanguine. Alors, typiquement, j'adore citer cet exemple parce que finalement, la transfusion sanguine, c'est un processus qui est complètement réglé, assez simple. A priori, personne n'imagine qu'on peut impliquer le patient. Donc, on leur montre comment, à certaines étapes, le patient véritablement peut être impliqué dans sa sécurité. Mais aujourd'hui, je pense que les équipes n'en sont pas là. Elles cherchent à le faire, mais elles en sont vraiment au b.a.-ba. Et à chaque fois, ce qui revient, c'est comment trouver le temps, parce que informer le patient, parler avec le patient, la communication, ça devrait être considéré comme un soin. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Ça veut dire que ce n'est pas comptabilisé. De même, quand on dit voilà, investir dans l'humain et dans les relations humaines, c'est toujours perçu comme du temps en plus, du temps à côté. Donc tant qu'on ne partagera pas, les équipes n'arriveront pas à partager en termes de valeur cette notion il faut prendre le temps de communiquer. La communication avec le patient, ça fait partie d'un soin. Eh bien, elles vont avoir du mal. Donc, elles essayent. Alors, voilà. On a un deuxième axe d'action à l'HAS qui est de renforcer la pertinence du patient. Là, c'est la pertinence de l'équipe. Et on travaille aussi sur la pertinence du patient et sur l'éducation du patient face aux soins. Typiquement, par exemple, oser poser les questions. Donc, on a des brochures qui viennent d'être éditées, qui sont basées sur des brochures américaines et qui invitent le patient à poser les 3 bonnes questions face à une consultation, par exemple, chirurgicale. Parce qu'un patient plus aguerri, posant plus de questions, va forcément interpeller le soignant et va amener le soignant lui aussi dans une posture de communication et d'information. Oui. Côté médical, au stade où vous en êtes, l'implication des médecins hospitaliers publics est à peu près à part égale des praticiens en clinique ou il y a une différence? Non, il y a une très grosse différence qui est liée au dispositif lui-même, c'est-à-dire que quand le gouvernement a créé ce projet, ce dispositif, il a voulu résoudre 2 sujets en même temps. Il y a la gestion des risques, l'implication des médecins dans la gestion des risques. Il a voulu résoudre aussi un problème assurantiel. Et il a résolu les 2 choses dans ce même dispositif. Et il y a tout un système complexe de rémunération, de remboursement de primes, qui est donc une fort incitatif pour les salariés privés. Ouais. J'en profite puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais revenir à... Ah pardon, excusez-moi. Je vais juste revenir à ma première question. Dans votre accréditation, pour être accrédité, il y a des critères, des indicateurs qui permettent d'accréditer une équipe? Oui. Oui, ce sont lesquels? Que ce soit une accréditation individuelle d'un médecin ou l'accréditation d'une équipe, ces praticiens doivent répondre à un certain nombre d'exigences annuelles. Ils doivent déclarer des événements qui sont survenus dans leur pratique et ils doivent mettre en œuvre un programme
de type DPC, vous voyez, définis par leur spécialité. Donc c'est des recommandations, des activités à suivre. Et le programme change tous les ans. Donc en fait, l'idée, le but, c'est d'être accrédité, mais c'est de le rester aussi. Donc tous les ans, il faut suivre le programme défini par sa spécialité et déclarer et analyser des événements. Et donc, s'ils le font, ils sont accrédités, ils le restent tant qu'ils le souhaitent. Donc, si on en revenait à ma première question, qui était d'élargir l'accréditation pour inclure d'autres professionnels, donc l'équipe, qu'est-ce que vous imagineriez comme critères dans cette accréditation? Alors, il y a un levier qui pourrait être commun pour à la fois les médecins dans l'accréditation et puis d'autres membres paramédicaux d'une équipe, c'est le DPC, qui est obligatoire pour tous. Donc, tous doivent mettre en œuvre un programme. Donc, on a aujourd'hui, d'ailleurs, la HAS a défini une méthode de gestion des risques en équipe qui est en soi un programme de DPC. Donc ça peut être le levier collectif pour amener une équipe à bouger et à travailler dans ce sens-là. D'autres leviers commencent à émerger, mais la certification des établissements s'intéresse de plus en plus à la notion d'équipe et se demande comment demain, dans une certification ultérieure, elle va mesurer la performance des équipes. Et donc quelque part, ça va être un levier demain pour les gestionnaires des établissements de santé et des équipes de vouloir être reconnus par la certification. Donc voilà, autant de leviers qui petit à petit se créent. Christophe Moutel, je suis directeur adjoint à l'hôpital de Mayenne. Je voulais juste savoir, par rapport au retour d'expérience que vous avez sur les hôpitaux là, qui se sont lancés dans cette démarche, s'il y avait des acteurs autres que les membres même de ces équipes qui étaient indispensables. Je pense notamment à des acteurs institutionnels, bien sûr la direction qui doit porter, mais aussi direction qualité ou équipe qualité, et quelle est leur place? Parce que c'est eux qui portent souvent, même c'est parfois un peu dur pour ces équipes-là, hein, de porter toujours la bonne parole de la certification, des accréditations, etc. Et là, ils sont intégrés ou ils sont un peu à l'écart? Comment ça se passe? Alors c'est une très bonne question. On a été directif sur deux choses. Il fallait chaque équipe devait constituer un binôme, et un binôme avec préférentiellement donc un médecin et ensuite un paramédical, un cadre de santé ou autre. Très souvent, nous avons un trinôme et là surgit donc le gestionnaire de risque. Pour autant, la deuxième exigence, c'était qu'il y ait un facilitateur. Tous les résultats qu'on vous a montrés tout à l'heure qui démontrent une certaine efficacité, ils le sont pour aussi une des raisons qui est essentielle, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un coach ou un facilitateur. Nous, on n'utilise pas le terme de coach. C'est-à-dire quelqu'un dans l'institution qui soit un vrai leader, un vrai moteur, quelqu'un qui soit un vrai soutien. Bien sûr, l'engagement de la direction est essentiel. Il n'y a aucune équipe qui s'engage dans Pacte, ne peut s'engager dans Pacte s'il n'y a pas un engagement formel de la direction. Alors après, on peut s'interroger sur... il y a différents types d'engagement, parce que finalement, c'est juste une signature. Pour autant, derrière Pacte, il y a quand même du temps à dégager. Il y a de la formation organisée. Si on ne croit pas en Pacte, c'est-à-dire s'il n'y a pas une visibilité par les professionnels, quand ils voient leur direction, des comportements adaptés par rapport aux valeurs que véhicule Pacte, ça ne marchera jamais. Donc, il faut qu'à un moment donné, tout le monde arrive à se concerter et à être d'accord. Et c'est vrai que Pacte, le rôle du facilitateur est essentiel. Il faut quelqu'un qui soit moteur. Il faut un soutien. Pacte, ce n'est pas simple du tout. Vous savez, c'est comme une pelote de laine qu'on déroule une fois qu'on a commencé. Il faut soutenir l'engagement, les comportements pour qu'ils changent, pour que ça dure dans le temps. S'il n'y a pas ce leadership, et dans le retour d'expérience qu'on a, on a quelques équipes qui ont eu des difficultés parce qu'un des leaders s'est absenté ou est parti.
Donc il faut qu'il y ait un relais. Ensuite, on espère qu'il y a d'autres relais, d'autres leaders qui prennent la place, mais ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai challenge aussi pour les équipes et pour nous, pour le projet. Bien. Merci beaucoup. Merci. Du haut.